Fred, comment on va? Ça va bien et toi? C'est rigolo, Eh ben ma foi. Ça fait 10 minutes qu'on se parle et on se dit bonjour. Ouais, exactement. Alors un nouveau livre? Ouais. Un nouveau livre, et pour pas changer. Je te le donne comme ça. C'est le mien avec mon marque-page. Il va falloir que je lise quand même. Un de ces quatre, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai? Encore eu le temps. Tu t'es pas relu une fois broché et tout? Bah non, il va falloir que je lise. Bon alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce bouquin où il n'y a pas écrit histoire de fantômes, mais histoire vraie? Vrai, voilà, c'était important pour moi. Je voulais pas de... D'abord, je voulais pas de contes ou de légendes, ça m'intéresse moins, c'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le réel, quoi. Quand dans le réel, il y a ça dérape un petit peu, et puis qu'il y a des choses un petit peu étranges. Et puis l'autre point, c'est que quand j'ai réuni ces histoires, qui se déroulent aux États-Unis, au Canada, il y a très peu de choses sur le Canada habituellement, c'est pour ça que je parle de lieux canadiens, mais aussi évidemment l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, mais la Roumanie, la Crète, des lieux qu'on ne voit pas, des pays où on n'entend pas trop souvent parler, et puis évidemment la France. Et donc moi l'idée c'était de prendre de vraies histoires de fantômes, mais surtout que l'on n'a jamais lu ailleurs, ou très peu. Parce que très souvent, alors aujourd'hui il y a une flopée de livres sur les histoires de fantômes, mais 9 fois sur 10, quand on ouvre un bouquin sur les histoires de fantômes, c'est toujours les mêmes affaires qu'on retrouve. Amityville, il y en a plusieurs, Poltergeist, enfin, c'est toujours les mêmes histoires, quoi. Et puis on se rend compte que souvent ça reste en surface. Ça creuse pas, pourquoi? Parce que beaucoup d'auteurs vont aller piocher leurs infos sur internet. Donc moi je voulais surtout pas tomber dans ce travers, ça ne m'intéressait pas. Et que donc du coup j'ai réuni des histoires, alors soit parce que je suis allé sur place, ou soit parce que depuis maintenant plus de 40 ans, j'ai accumulé des archives, des dossiers que je n'ai jamais refermés, et au fil du temps, hop, je remettais des éléments, et que donc du coup j'avais matière à faire même plus d'un bouquin, hein, évidemment. Alors ça c'était un point. C'était donc des histoires qu'on n'a jamais lues, ou très peu. Le deuxième point, évidemment vrai, hein, des histoires vraies. Le deuxième point, je voulais pouvoir raconter l'histoire aussi du lieu. Ouais, c'est très précis, l'histoire des lieux à chaque fois. Exactement. Pourquoi? Parce que pour comprendre d'où vient la hantise, il faut connaître l'histoire du lieu et surtout des locataires ou des propriétaires de ces lieux et ce qui s'est passé dans ces murs. Et donc c'est à partir de là qu'on peut commencer à décortiquer les choses. De dire, bon voilà, à tel endroit le lieu est hanté, et puis c'est tout, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et puis le troisième point, c'est que je voulais absolument qu'il y ait des témoignages récents. C'est ce que j'allais te dire, moi j'ai commencé, je crois que c'est au Canada justement où ça commence en 2019. Donc déjà tu te dis, c'est pas... Exactement. Même si certaines hantises ont débuté depuis le 19e siècle, voire même des fois plus loin. Mais il y a des témoignages récents. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir des témoignages récents pour montrer que ces lieux sont toujours hantés et qu'il s'y passe toujours des choses. Et donc du coup ça c'était dans mon cahier des charges. Et puis autant que faire se peut, j'ai mis un maximum d'informations, comme des photos des lieux ou des gens qui sont censés hanter les lieux, mais aussi quand c'était possible les liens qui mènent vers les photos des spectres qui ont été pris en photo. Sur la première histoire ou la deuxième, il y a un lien en bas d'une page. Ouais, exact. Très long le lien. Exactement, première histoire, ouais. Première histoire, donc des vidéos aussi. J'ai voulu qu'il soit le plus complet possible. D'où le fait qu'il fait 400 pages à peu près, en gros. Mais il fait pas peur. Il fait pas peur à lire au sens où on peut même le lire dans le désordre, on peut l'ouvrir et puis choisir une histoire. Ouais. Il n'y a pas une chronologie obligatoire dedans. Exactement. Et puis on peut lire en se disant, tiens ce soir j'en lis une ou deux, et c'est pas, je me lance dans un bouquin. Ouais, non voilà. C'était l'idée aussi, c'était chaque chapitre devait faire l'objet d'une histoire différente.
Comme ça, et puis des chapitres pas trop longs, pas trop courts non plus, mais pas trop longs pour qu'on puisse se plonger dedans et arriver jusqu'à la conclusion. Et que donc du coup on peut piocher, on peut commencer par le début, le milieu, la fin. Il n'y a que 2 histoires, les lieux canadiens, qui se suivent, j'en dis pas plus, mais voilà, je voulais les mettre ensemble. Mais sinon on peut piocher n'importe quelle histoire, et elles peuvent se lire, dans la soirée. Et puis, ouais, tu me disais, oui, ça fait pas forcément peur. En fait, l'idée, dès qu'on parle fantôme ou lieu hanté, de suite, oula, beau, ça va être effrayant. Alors, le gros problème, c'est que ben voilà, les fantômes sont toujours utilisés comme un levier pour créer la peur. Alors que là, non, c'était plus... Moi, je vois plus intrigante que effrayante. Voilà, intrigante et pour susciter la réflexion. Puisque, en fait, même si à l'origine de chaque histoire de fantôme, il y a un drame, il y a une tragédie, elle n'est pas forcément effroyable dans le sens où on l'entend, mais elle peut être poignante, elle peut être... Puis c'est surtout ce que j'ai voulu montrer à travers ces histoires, c'est que l'histoire de ces personnes qui reviennent à l'état de fantôme, bah, cette histoire, ce qui les a menés à devenir fantômes, c'est que cette histoire, elle peut être la mienne, la tienne, celle de tout le monde en fait. En fait, c'est comme si les fantômes, le message, s'ils avaient un message à nous délivrer, c'est attention de ce que vous faites de votre vie. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs que nous, en gros, quoi. Puisque je pars du principe que chaque histoire de fantôme a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. On entend des chaînes. Ouais, mais il doit y avoir des fantômes qui traînent dans les couloirs. Moi, je ne sortirais pas. Hein. Non. faut se méfier. Ouais. Un drôle de lieu. Et alors, sur toutes tes archives, comment tu as tranché pour... Parce que j'imagine que tu pourrais faire un bouquin 5 fois plus gros que celui-là. Et comment tu as fait tes choix pour... Ah bah ouais, ça a été kafkaïen, hein. Ça a été compliqué parce que avec toutes les archives que j'ai, je pourrais presque en faire 10 volumes, quoi. Comment j'ai tranché, il y a eu plusieurs choses. J'ai essayé de choisir des histoires qui soient quand même différentes, même si il est difficile de ne pas retomber dans le même écueil, puisque les phénomènes fantomatiques, on retrouve plus ou moins les mêmes choses, hein. Chute brutale de la température, la sensation d'être observé, les objets qui bougent, ce genre de choses. Mais en tout cas, les histoires qu'il y a derrière, je voulais qu'elles soient quand même plus ou moins différentes les unes des autres. Et puis, je ne voulais pas me localiser que en Grande-Bretagne, parce que terre de patrie des fantômes, pas non plus que en France. En Grande-Bretagne, où quand on vend une maison, ça a plus de valeur quand elle est hantée. Exactement, ouais. Ouais, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, plus votre maison est hantée, plus elle a de la valeur et donc plus elle peut se revendre à un bon prix. En France, c'est l'inverse, hein, c'est complètement l'inverse, quoi. Et puis je voulais aussi mettre des lieux, des endroits situés dans des pays où l'on parle rarement de ces pays, comme l'Espagne, la Crète, la Roumanie, ce genre de pays. Oh, la Roumanie, on a un peu très... Ah bah c'est très chargé, hein. Tout l'Est en général, l'Europe de l'Est, ou même la Russie. Alors j'ai rien mis concernant la Russie, mais là on peut dire, j'y suis allé plusieurs fois en Russie. C'est chargé en permanence, hein. Il y a des lieux hantés partout, quoi. Est-ce qu'il y a des histoires dedans où tu as été toi, témoin, vraiment Alors il y a des histoires où moi je suis allé, ouais. Évidemment. Par contre, où j'étais témoin des phénomènes fantomatiques, non. Parce qu'il faut savoir que il ne suffit pas d'aller dans un lieu hanté pour que les phénomènes se produisent. Souvent d'ailleurs, quand moi je fais mes enquêtes, il faut que je revienne plusieurs fois avant qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Un peu comme si il fallait que j'apprivoise le lieu et que le lieu m'apprivoise aussi, ou en tout cas les esprits de ce lieu m'apprivoisent, quoi. Oui, parce que quand on parle d'histoire dans les hôtels, c'est pas tous les jours les gens dans l'hôtel qui ont vu, c'est des clients parfois ont vu, donc tu peux pas arriver et dire aujourd'hui... Voilà. Exactement. Et puis qu'en plus, faut savoir que quand une manifestation fantomatique survient,
c'est que faut être là au bon moment, évidemment. Il y a des conditions extérieures, hein, le lieu en question, mais il y a aussi ton état du moment. C'est-à-dire que tu peux aller dans un lieu hanté où tu vas rien voir, ressentir, alors qu'il y a quand même un phénomène. Il faut être, à un moment donné, il faut être ouvert. Il faut être dans un état d'être spécifique, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai remarqué que beaucoup de témoins que j'ai interrogés, je ne parle pas des médiums, hein, je ne parle pas de ceux qui voient des fantômes tout le temps, non, je parle de monsieur et madame tout le monde, ceux qui ont vécu ce genre d'expérience, j'ai souvent constaté que peu de temps avant l'expérience, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ces personnes ont eu un choc émotionnel dans leur vie. Ça peut être la perte de leur travail, ou ils apprennent qu'ils ont un souci de santé, un gros souci de santé, ou un proche qui est décédé. Enfin bref, il y a un événement qui a créé chez eux un choc émotionnel, et comme si ce choc leur a permis d'ouvrir, les rendre réceptifs en fait. Donc ça c'est un truc que j'ai remarqué très régulièrement. Donc c'est pour ça, il y a à la fois, et c'est pour ça qu'ils sont aussi insaisissables, il y a à la fois le lieu en question, et puis le moment où ça va se produire, et puis aussi à la fois nous-mêmes, quoi. Comme disait Alexandre Dumas, et je crois que je le mets là-dedans, c'est que les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. Donc il y a toujours une raison sous-jacente. Qui doivent, pas qui veulent forcément. Non, exactement. Et d'ailleurs, plus on va, plus il y a des gens qui s'amusent à aller visiter des lieux hantés, et puis ils me disent ouais non, j'ai jamais rien vu, blablabla. Et je dis ouais non, plus vous allez aller dans un lieu pour voir précisément ces phénomènes, plus il y a de fortes chances que ça ne se produise pas. En fait, c'est moins on cherche, plus on trouve en fait. Et à un moment donné, il faut être là, au moment présent, à l'instant présent en fait. Est-ce que je peux te demander ton avis sur des émissions américaines où les mecs vont s'enfermer dans des maisons hantées, etc. Et il y a toujours un petit truc, une poussière qui vole dans la caméra. Alors comme tu dis, on ne peut pas voir à chaque fois, mais alors, ces mecs-là, ils ont du bol, il se passe quelque chose à chaque fois. Tout simplement parce que c'est avant tout du show business. Hein. Évidemment, tout est plus ou moins bidonné derrière, puisque je connais bien le truc, hein, les émissions de télé de ce genre, enfin même les émissions de télé en général, j'en ai fait beaucoup. Et puis comme tu le sais, début des années 2000, j'avais collaboré avec un certain personnage où on devait visiter les lieux hantés, on était un petit peu les précurseurs d'ailleurs à l'époque, puisqu'il n'y avait pratiquement rien. Et puis on a enregistré, je crois, 4 ou 5 émissions qui ont été mises en boîte, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un moment donné, on va arriver dans une voie sans issue. Pourquoi ? Parce que soit il ne se passe rien, et à ce moment-là, s'il ne se passe rien, les téléspectateurs ils vont zapper, ou alors soit il se passe toujours quelque chose. Sauf que dans la réalité, il ne se passe jamais tout le temps quelque chose. Et que donc du coup, les Américains, enfin les émissions américaines, c'est un peu ça, il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Même quand il ne se passe rien, va falloir suggérer qu'il se passe quelque chose. Donc ils vont jouer ceux qu'on... les types qui ont peur, quoi. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'en tant que, si tu es enquêteur, chasseur de fantômes, normalement, t'as pas peur. Et puis il y a toutes ces grosses ficelles, du genre, je me souviens d'avoir... il y a eu une équipe de chasseurs de fantômes qui m'avaient envoyé en vidéo leur enquête. Et à un moment donné, je leur dis, mais les gars, là vous êtes dans un manoir qui n'est pas abandonné puisqu'il est habité, mais bon, vous enquêtez là-dedans, mais pourquoi vous éteignez les lumières pour enquêter? Pour faire peur? Vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit d'allumer les lumières, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et d'autant plus que lumière allumée ou non, vos caméras infrarouges, elles fonctionnent pareil, quoi. Donc voilà, il y a toutes les grosses ficelles, on essaie de susciter la peur. Et puis on sait aujourd'hui, je vais pas les citer, mais certains protagonistes des émissions américaines, on sait qu'ils vont bidonner derrière. Donc voilà. Donc c'est pas un format qui est viable à la télé, en tout cas pas comme ça. Alors moi l'idée à l'époque, hein, quand j'ai mis en boîte ces émissions, c'était pas que d'aller aux chasses aux fantômes, c'était aussi de rencontrer différents protagonistes.
les témoins, les historiens, raconter l'histoire du lieu, un truc atmosphérique, quoi, un peu à la Simon Marsden. Mais sauf que malheureusement, le public, c'est pas ce qu'il demande. Ce qu'il demande, il veut du racoleur. Du sensationnel. Il veut du sensationnel et du racoleur. D'ailleurs, quand tu avais fait ces tournages, c'est l'abbaye de Mortemer que vous aviez, pour le coup, ressenti quelque chose, c'était à exactement, ouais, exactement. C'était un soir à l'abbaye de Mortemer. Et j'avais les clés de l'abbaye, donc on a été tout seul. Et puis à un moment donné, dans les ruines, et on a été 1, 2, 3, 4 ou 5, je crois. Et puis je vois l'un de mes collègues, Philippe, il lève la tête comme ça, il me dit, il était juste à côté de moi, je dis, mais t'entends rien? Et puis je vois les autres à 20 mètres devant, pareil, surpris, puis ils regardent autour. Et alors, comme moi je suis un peu dur de la feuille, j'entendais rien, je dis, bah non, j'entends rien. Et puis d'un coup, hop, on entend une respiration. Et cette respiration, elle est restée quelques minutes, elle s'amplifiait avec un rythme qui ralentissait, elle s'est mise à tourner autour de nous, et au bout de quelques minutes, elle s'est éloignée en fait. Donc c'est assez surprenant. Ce que j'ai fait, moi, j'ai regardé dans les cavités, enfin un peu partout s'il n'y avait pas de chouettes. Parce que des fois, une chouette. Ouais, surtout les chouettes, parce que des fois on a l'impression d'entendre une respiration et c'est souvent une chouette. Là, c'était pas le cas, il n'y avait rien de tout ça. Et quelques semaines après, je suis revenu à Mortemer et j'ai fouillé les archives, parce qu'ils ont des archives. Et j'ai retrouvé des articles de presse et dans divers magazines qui datent des années 80, je crois, 1980. Et là, je m'aperçois qu'il y a des personnes qui ont vécu exactement le même phénomène que nous, et au même endroit en fait. Donc, alors l'autre phénomène troublant, c'est que en fait, au moment où c'est arrivé, on était en train de faire des repérages pour le tournage. Et donc on avait laissé la caméra dans la voiture. Et donc on est resté à faire les repérages au moins 15-20 minutes. Et quand on est revenu à la voiture, la caméra était en train de tourner toute seule. Donc déjà, pour une caméra professionnelle, c'est sécurité et tout, c'est un peu compliqué qu'elle se mette en marche toute seule. Et on a regardé, elle tournait depuis 2 minutes seulement. Donc, alors qu'il n'y avait personne d'autre que nous, la voiture était fermée. Donc 2 minutes, alors que ça faisait 15-20 minutes qu'on était à l'extérieur. Oui, si ça avait fait 25 minutes, tu te dis c'est en partant qu'on a fait une manip. Exactement. Voilà, alors que là, non. Ouais, évidemment, on a regardé ce qu'il y avait sur les images, mais il n'y avait rien, quoi, malheureusement. Mais en tout cas, non, ça c'était en 2001, et c'est très simple, je me souviens très bien de la date, puisque c'était le 11 septembre 2001. C'était le jour où le World Trade Center a été attaqué. D'accord. Oui. Donc, je me souviens que le preneur de son m'avait dit qu'il avait eu, avec ses casques, une espèce de pression, une sensation de pression ouais, ce jour-là. Alors, je dois l'avoir quelque part sur mes fichiers, si j'ai gardé ça, le fichier audio. Mais bon, comme c'est un fichier audio seulement, c'est compliqué, quoi. Ça aurait été mieux. Puis de toutes les manières, comme je le dis, que ce soit un son, que ce soit une image, qu'elle soit capturée par une vidéo, une caméra vidéo ou un appareil photo, ça ne prouve absolument pas, ça ne prouve pas un fantôme. C'est une anomalie. Mais de dire que c'est un fantôme, c'est une interprétation, en fait. C'est-à-dire qu'une image ou une vidéo, c'est un élément à mettre au dossier, mais c'est pas suffisant pour valider une hantise. Oui, j'ai vu qu'ils avaient des nouvelles caméras maintenant, où ils voient directement les personnages à côté d'eux. Les caméras thermiques, non? C'est même pas des caméras thermiques, tu sais, on voit des petits ronds, là, comme les... Donc t'as le type qui est devant, il y a quelqu'un, oh j'ai froid, et à côté de lui, t'as un autre truc, enfin... Ouais. Alors après, depuis ces dernières années, en fait, depuis la mode de ces émissions-là, depuis 10-12 ans, il y a toute une gamme d'appareils de chasseurs de fantômes, mais on peut dire que 80% n'ont aucune utilité, c'est des gadgets, quoi. C'est pour faire avant tout. Chasseur de fantômes n'a pas besoin de tous ces gadgets, et je dirais même, ça peut être gênant. C'est-à-dire que moi j'ai vu des équipes de chasseurs de fantômes, ils étaient équipés de tous les derniers appareils high-tech, la grosse blague de la Spirit Box par exemple, ou autre, mais sauf qu'ils étaient tellement focalisés sur la technique
voir si ça marchait bien et tout. Ils étaient plus du tout dans l'instant présent. Et que du coup, aucune chance de ressentir, de percevoir quoi que ce soit. En fait, j'imagine les types en train de regarder les ordis et les fantômes qui passent derrière. Ouais, on n'a rien vu. Un peu ça. Exactement. C'est presque ça. Ouais. Donc, mais je crois que tu m'avais dit qu'en France, il y avait une équipe qui était pas mal en fait. Il me semble qu'on avait discuté de ça, une équipe de chasseurs de fantômes, ou je me trompe. Mais il y avait une équipe française qui était plutôt sérieuse, on va dire. Alors attends. Équipe. Où il y a une jeune femme qui est dans la même émission que toi, une blonde. Alors comme j'ai vu... Dans l'émission paranormale, tu sais. Ah, est-ce que c'est l'émission que j'ai tournée avec Evangeli? Est-ce que ce serait celle-ci? Si c'est le cas, oui, cette équipe était sérieuse, mais elle n'existe plus depuis longtemps. Je crois que lui, il a émigré au Canada, je crois, celui qui avait monté cette équipe, en 2007 ou 2008, je crois. Mais bon, souvent, la plupart des chasseurs de fantômes sérieux, c'est aussi mon cas, enfin je dis pas que je suis sérieux ou pas sérieux, mais je fonctionne comme ça, on fonctionne souvent en solo. Que ce soit mon ami Sir Simon Marsden, un grand spécialiste des fantômes et photographe, que ce soit le prince Michel de Grèce, que je connais bien. Pour bien ressentir les choses, on y va seul, quoi. Et en équipe, il y aura toujours des interférences avec les appareils, mais aussi plus il y a de présence humaine, plus c'est difficile de capter quelque chose en fait. Oui, t'arrives pas avec 3 médiums et 2 machins. Voilà, exactement. Moi j'essaye toujours, enfin j'y vais toujours seul, en un premier temps, même dans un deuxième temps, et puis après, si j'ai besoin de monde, si j'ai besoin d'aide, je vais appeler telle ou telle personne, quoi. Et je vais y revenir. Mais dans un premier temps, je veux capter, je vais être seul. Je veux faire un avec le lieu. En fait. C'est quoi la fréquence des deux? Parce que tu es sur les réseaux sociaux et je sais que parfois tu l'écris, j'ai pas le temps de vous répondre. Ouais. C'est quoi la fréquence des demandes ou des gens qui ont eu quelque chose et qui te posent des questions? C'est hyper fréquent? Ouais, c'est très fréquent. Et c'est encore plus fréquent quand je fais, par exemple, une émission de télé ou un article de presse qui paraît à mon sujet. Bon, là, évidemment, ça augmente, mais ça peut aller, ça peut grimper des fois jusqu'à une 50aine par semaine. Les semaines les plus calmes, j'ai toujours quelques demandes, 4, 5, 6 demandes. Donc, demande de venir constater, de venir aider? Alors, ouais, le premier pas en général, c'est on me dit je sens qu'il y a des trucs bizarres chez moi, est-ce que vous pourriez pas m'aider? Alors, soit ils me racontent leur histoire ou soit je leur demande ce qui s'est passé. Et puis voilà, puis oui, à un moment donné, ils veulent en fait, ils veulent que je vienne pour essayer de résoudre le problème. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais ça c'est logique, hein, c'est un petit peu ce qui est véhiculé, en gros. C'est pour beaucoup de gens, faire appel à... En fait, il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout. Chasseurs de fantômes, médiums, passeurs d'âmes, etc. Pour eux, c'est plus ou moins la même chose. Et la plupart des gens qui me contactent, c'est pour une raison très simple. Ils ont un problème dans leur maison, un problème qu'ils ne comprennent pas, donc pour eux de nature paranormale, et qui veulent trouver une solution à ce problème. Donc ils veulent que tu viennes pour te débarrasser de ce truc, et puis voilà, quoi. Mais, sauf que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Puisque tout dépend de quel type de fantôme dont on parle. Il y a plusieurs catégories de fantômes. Par exemple, les hantises résiduelles, tu ne peux pas faire partir une hantise résiduelle. C'est un résidu d'énergie qui est dans la matière, enfin qui est stocké dans la matière, le lieu en question, et qui va progressivement, avec le temps, disparaître. Mais voilà. Après, ce qu'on appelle les hantises intelligentes, donc les hantises intelligentes, c'est une catégorie de fantômes où on peut supposer que c'est l'âme des défunts. Pourquoi? Parce qu'ils semblent avoir une conscience. Ils semblent vouloir communiquer avec les vivants. On peut faire ce qu'on veut, s'ils ne veulent pas partir, ils partiront pas. Et souvent, ils partent d'eux-mêmes, mais pour qu'ils partent d'eux-mêmes, il faut comprendre ce qu'ils ont à nous délivrer comme message. Et souvent, il faut
soit il faut achever la tâche qu'ils n'ont pas finie quand ils étaient vivants, ou soit parce qu'ils veulent nous révéler une info importante qui est liée à leur histoire ou à leur mort. Et puis il y a aussi des fantômes qui se sentent absolument très bien là où ils sont. Ils ne veulent pas du tout partir. Et bien, il y a ceux aussi qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et c'est pour ça que, du coup, ils sont un peu... ils font comprendre que c'est leur maison, quoi, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des gens, des vivants qui habitent, qui habitent leur maison, en gros. De toute façon, le fantôme n'est pas forcément là pour faire peur aux gens, Non. c'est pas forcément... Exactement, c'est notre perception qui les rend effrayants. En fait, on a plus peur de... C'est l'image du fantôme qui nous effraie plus que la rencontre avec lui. Et d'ailleurs, ceux qui ont peur de ce genre de choses, en général, ils n'ont jamais vécu ce type de choses. Mais le jour où on vit, alors évidemment, quand on expérimente ça un jour, on est quand même surpris. Mais on s'aperçoit que c'est pas aussi effrayant qu'on pourrait le penser, en fait. Toi, dans ce que tu as vécu, est-ce que tu as déjà ressenti des fantômes agressifs? Non, jamais. Et pourtant, j'ai sillonné la planète, je suis allé dans des lieux que l'on considère comme les plus hantés. Il y a des gens qui m'ont dit non, on n'y va pas, c'est dangereux, et puis tu vas être. L'esprit va se coller à toi, ta vie va être catastrophique après. Enfin bref, j'ai tout entendu. Hein. Je suis encore vivant, ça va. Voilà, je suis en bonne santé, donc c'est bon. Et donc du coup, non, en fait, ça c'est la perception qu'on en a. Vu que les fantômes font partie de l'inconnu, donc l'inconnu fait peur, et donc du coup, voilà, on en a peur. Mais, et puis c'est aussi toute la littérature fantastique, le cinéma fantastique qui véhicule tous ces clichés, puisque le fantôme est un gimmick très utile pour jouer sur les leviers de la peur, quoi. Alors, est-ce que les fantômes, est-ce que j'ai eu affaire à des fantômes agressifs? Non, mais par contre, une chose, c'est que si la personne qui est devenue fantôme, qui revient à l'état de fantôme, si cette personne, durant son vivant, était une personne agressive, négative, suicidaire, dépressive, on va ressentir ce caractère, cette personnalité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est capable de nous agresser. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de la parapsychologie moderne, donc qui date des années 1920-1930 approximativement, il n'y a pas eu un seul cas, je parle des affaires qui ont été étudiées, hein, il n'y a pas un seul cas où un fantôme a agressé un vivant, ou un fantôme a tué un vivant. Il n'y en a pas un. On peut dire aux gens, là, si vous voyez un fantôme chez vous, n'ayez pas peur, il ne vous fera pas de mal. Exactement. A priori. Exactement, puisque en fait il est prisonnier. Et puis aussi on est pollué par toutes ces histoires qui sont nées dans le camp spiritualiste à la fin du 19e, et puis notamment avec les écrits d'Alan Kardec aussi, où on parle de bas astral, d'entités négatives, etc., etc. Mais ça repose sur aucun fondement. Il ne faut pas oublier que Alan Kardec, qui n'était pas médium, contrairement à ce que beaucoup pourraient le penser, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modélisé le spiritisme, en fait. Et il ne faut pas oublier que même si, à la base, il était rationnel, il était enseignant aussi, il a construit toute cette théorie, toute cette modélisation du spiritisme avec ses croyances de l'époque. Il était croyant, il était pratiquant et croyant comme beaucoup de gens à l'époque. Donc, tout s'imbrique un petit peu comme ça. Et puis comme pendant longtemps, quand on cherchait des choses sur ce sujet, on n'avait pas trop le choix, hein. Il n'y avait pas énormément de bouquins. Hein. Souvent, c'était ceux d'Alan Kardec qui arrivaient en premier, quoi. Et que donc, du coup, on a tout pris pour argent comptant. J'ai regardé un peu tes interviews, j'ai lu, puis on en a parlé tout à l'heure. Il y a souvent un coupable, effectivement, c'est la chouette, le hibou. Ouais. Non seulement, comme tu dis, il y a la respiration, mais que des fois, quand tu constates que c'est dans le grenier, exactement, c'est une chouette qui marche. Ouais. Elle a bien choisi avec Harry Potter et sa chouette. Ouais, à mon avis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est souvent le coupable. T'expliquais dans une entrevue que j'ai eue à la télévision aussi qu'en gros,
on était sur du 70-30 Ouais, quand à peu près. Ouais, si on établit un ratio, enfin un pourcentage, sur tous les lieux dans lesquels j'enquête. Et d'ailleurs, mes collègues anglo-saxons arrivent plus ou moins au même pourcentage, hein, et on ne s'est pas concerté avant. C'est que c'est 70-30, c'est-à-dire que 70% des lieux dans lesquels on enquête, derrière il y a un phénomène naturel rationnel. Ça peut être, voilà, ça peut être une chouette dans le grenier, ça peut être des bruits dans la tuyauterie, un rongeur, enfin il y a tout un tas Une rivière souterraine. Voilà, une rivière souterraine, avec tout un tas d'explications naturelles, rationnelles. Mais il est vrai que 30% des cas restent un mystère. Après avoir éliminé toutes les possibilités, eh ben on se retrouve devant un grand mystère, puisque l'idée elle est là, hein, le rôle du chasseur de fantômes, avant tout, c'est d'éliminer toutes les explications rationnelles avant de se tourner vers une explication irrationnelle. De dire dès le départ, ah bah oui, le lieu est hanté, non, 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 il faut éliminer tout, quoi. Il faut passer tout au crible. Et puis une chasse aux fantômes, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce qu'on pourrait voir par exemple sur internet, qu'on voit beaucoup d'équipes qui viennent l'espace d'une nuit ou deux nuits, mais c'est pas ça une chasse aux fantômes. Ça c'est juste un tout petit bout de la chasse aux fantômes. Une chasse aux fantômes, elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et des fois il y a des dossiers qui sont parfois fermés pendant plusieurs années. Ça c'est juste la partie surveillance, enquête dans le lieu en question, mais il y a aussi l'interrogation des témoins, il y a les recherches à faire. Historique sur le lieu. Exactement, ouais. Interroger, quand il n'y a plus de témoins, interroger les gens, aller aux archives départementales, enfin, c'est comme une enquête policière en fait, quoi. Donc, et puis essayer de réunir le maximum d'éléments, que ce soit des éléments, des documents, mais que ce soit aussi des phénomènes quand on est sur place. Puis il faut bien préciser que le chasseur de fantômes, c'est chasseur dans le sens le trouver, voir s'il est là, et pas chasser, ouais, non. Le faire fuir ou le buter. Exactement, voilà. Ouais. Le rôle du chasseur de fantômes, c'est pas le chasser hors d'un lieu. Plutôt rechercheur de fantômes plutôt que chasseur. Exactement, ouais. Rechercheur de fantômes. L'idée, c'est de les approcher, de les étudier, savoir pourquoi ils hantent le lieu. D'ailleurs, le simple fait de savoir pourquoi, de trouver pourquoi ils hantent le lieu, bah, souvent la hantise, elle cesse. Comme si les fantômes avaient compris qu'on a compris pourquoi ils sont là et donc ils n'ont plus lieu d'être là, quoi, en fait. J'espère qu'avec tout ça, ça va donner envie aux gens de lire ce livre que moi je dévore. Il y a des trucs que j'ai relu 2 fois. Je suis revenu. Parce que là j'ai mis un petit marque-page, mais j'en ai lu d'autres. Hein. Ah ouais, t'as picoré un petit peu. Ouais, j'ai picoré un peu partout, je suis revenu sur d'autres. Et il est vraiment bien, comme on disait tout à l'heure. C'est pas des longues histoires, on peut en lire une ou deux le soir et s'endormir, on arrive quand même à s'endormir. Tout à fait. Et puis pour ceux qui aiment bien les choses un peu glauques, effroyables, il y a même des têtes coupées momifiées là en photo, en petite vignette. Hein. Mais ouais, non, j'ai essayé de mettre le maximum de choses, le maximum de sources d'informations pour que les lecteurs puissent, après, une fois qu'ils l'ont lu, qu'ils puissent explorer encore plus en avant les histoires qu'il y a à l'intérieur. Donc, en attendant un autre volume. Alors, pour finir, est-ce que tu as une actu particulière en ce moment ou des choses à venir, un autre volume, des émissions? Alors, j'ai mon prochain livre qui devrait sortir au mois de juin, qui ne sera pas sur les fantômes cette fois, mais alors, je ne peux pas en dire trop parce que c'est un petit peu top secret, mais on va dire que ça a un rapport avec le 19e siècle. D'accord. Et puis on aura un troisième qui sortira avant la fin de l'année, où il va être question aussi de mystère. Donc ça c'est l'actu, on va dire, littéraire. Et puis là je suis en plein dans la saison de l'énigmatique expérience à Trouville-sur-Mer, donc, c'est-à-dire la visite des lieux, la visite de la ville hantée. J'amène les gens sur les lieux hantés, on fait aussi des expériences, je leur explique comment on fait une chasse aux fantômes, je leur colle des appareils dans les mains, etc. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Et oui, voilà, tu as pu le voir. Les geôles sous la mairie. Exactement, ouais, le cachot de la mairie, en dessous un vrai gruyère. Et puis là ça va se terminer dans une semaine, mais ça va reprendre aux vacances de Pâques et puis aux vacances d'été. Donc, et les émissions, c'est fini ou ça continue? Non, il y a encore des émissions
inédite qui devrait être diffusée. J'ai pas encore la date, j'ai pas la date, mais faut regarder le programme de C8 et C-Star, Enquête paranormale donc. Et puis il y a une autre émission sur RMC Story qui s'appelle Enquête mystérieuse. Donc faut tomber dessus, mais comme il les rediffuse assez souvent, donc c'est souvent le mardi soir d'ailleurs. Donc voilà. D'accord Eric, eh ben, merci beaucoup. C'est parfait pour moi.